C'est la dernière. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye! Bye bye Radio Hello! Oula, j'ai la voix cassée. Je peux en profiter pour chanter comme Patricia Cass. Mon mec à moi! Ah bah oui, tiens. Ouais, ça va bien avec le thème. La prochaine vidéo, ça sera un dialogue avec Myriam. Dans cet audio, donc je parle plus de la manière dont je peux comprendre l'homme, ou plutôt le masculin, parce que si vous débarquez sur cette chaîne, sur cette vidéo, je reprécise que voilà, j'aborde l'aspect de l'homme en tant que notre part masculine, la part masculine de l'être, et la femme, la part féminine de l'être. Et en associant ces deux parties à des parties du cerveau, en fait, cerveau gauche, cerveau droit. Donc là, dans cet audio, je vais surtout insister sur le lien de l'homme, du masculin, à l'égoïsme et à l'individualisme, qui est quelque chose qui est diabolisé, qui a été énormément diabolisé dans les religions. C'est-à-dire qu'on a interdit les gens de penser à eux-mêmes, puisqu'il fallait d'abord qu'ils pensent à Dieu. Si tu penses à toi, oui, tu peux plus penser à Dieu. Bernard, par exemple, quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. Oh, c'est malin, c'est très malin. Rien à voir avec le ski. Donc, il y a tout un tabou là-dessus, et il y a toute une instrumentalisation aussi qui se fait de la femme sur l'homme, qui va l'interdire de penser à lui-même. La femme dit à l'homme, t'es égoïste. Donc t'es égoïste, ça veut dire, tu penses pas à moi. Mais il n'y a rien de plus égoïste, ou plutôt narcissique, que de dire à quelqu'un qui ne pense pas à toi, en fait. Donc c'est la différence entre d'ailleurs égoïsme et narcissisme. L'égoïste, il pense à lui-même. Le narcissique, il fait culpabiliser, il est manipulateur ou elle est manipulatrice, fait culpabiliser l'autre de ne pas penser à lui ou à elle. Donc ça, c'est le handicap de la femme. D'ailleurs, hein, c'est ça. La femme est handicapée, enfin le féminin est handicapé de son côté opposé. C'est ce qui manque à la femme, c'est l'égoïsme, la capacité en fait de penser à soi et de se recentrer sur soi-même, sur ses propres besoins. Ce que l'homme, lui, sait faire en fait naturellement. Ensuite, je vais parler du handicap de l'homme vis-à-vis du contact avec ses émotions. Donc les émotions, c'est plus la part féminine. Et la difficulté à verbaliser tout ça. Et je vais parler du rôle justement de la femme, de faire de faire les démarches pour permettre, donc de poser les actions pour permettre en fait la communication des émotions. Sinon, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, c'est encore... aujourd'hui, bon, ça ne veut rien dire. Ce que je constate, c'est que cette communication entre l'homme et la femme vis-à-vis des émotions, des ressentis, est encore très difficile à se faire parce que, en général, lorsque la femme va vers l'homme pour parler, c'est pour des reproches ou c'est pour des critiques ou c'est dans un but de perfectionner son couple parce qu'elle a une représentation idéalisée de son couple. C'est comme ça qu'elle se crée son image d'elle-même, la femme. Donc, je vais parler de l'insupportabilité, en fait, de l'homme vis-à-vis de la critique. Un homme ne supporte pas la critique. Ça peut paraître un peu exagéré de dire ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se dire « Ah non, c'est pas vrai, moi je suis capable d'entendre la critique et tout. » Oui, mais ça c'est parce que... tant mieux, vous êtes évolué en fait. Mais là, je fais vraiment des généralités. Donc, ça c'est quelque chose que l'esprit français, enfin le français ne supporte pas, c'est les généralités. Parce que le français est une femme en fait. Le français, il se croit être un être très évolué, très raffiné, très nuancé. Mais en fait, c'est pas ça. Il aime bien tortiller du cul, il aime bien faire chier, il aime bien faire des manières. Il est maniéré. Mais le maniérisme ou le fait d'être maniéré, ça n'a rien à voir avec le fait d'être nuancé. Et donc là, moi, je prends le contre-pied. Je fais dans le général, dans le grossier. Je fais dans la grosse structure imposante. Voilà, je fais ressortir mon côté allemand.
Voilà, c'est mon côté allemand qui ressort. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as des origines allemandes? Je n'en sais rien. Mais j'ai des origines de partout. J'ai même des origines inuites. J'ai même des origines animales et aussi minérales. Donc voilà, pour dire, c'est assez vaste. Je sais plus si... Alors, il y aura peut-être des répétitions, hein. Enfin, pas vraiment... Enfin, des répétitions qui amènent des développements un peu différents à chaque fois. Ce qui s'oppose à l'égoïsme, c'est... Finalement, c'est l'empathie. Mais ces deux aspects sont indissociables. Alors, en fait, comment comprendre mon approche? Quand je parle de l'homme et la femme, je vous ai dit au début que je parle des deux aspects dans l'être, le masculin et le féminin. Les expériences qu'on fait dans la vie quand on est en couple, par exemple, c'est vachement intéressant parce que quand tu es en couple, en fait, tu vas dans une polarité dominante, tu te positionnes instinctivement dans une polarité dominante. Je dis que c'est pas forcément lié à ton sexe, puisqu'il y a des couples homosexuels et ça se fait de la même façon, en fait. Hein. Donc, tu vas te positionner dans ta polarité dominante et l'autre à l'extérieur dans son autre polarité dominante. Et là, tu vas pouvoir observer ces deux aspects, mais dans deux corps différents, quoi. C'est comme si le couple, c'est un être qui est séparé en deux. Enfin, dans deux corps. Voilà, c'est ça. Un couple, d'ailleurs, c'est une entité. Enfin, c'est un être à part entière, comme un organisme vivant, qui est dans deux corps différents. Donc, c'est pour ça que des fois, j'alterne dans mes mots. Je dis oui, la part féminine, des fois, je dis la femme, des fois l'homme, en fait. Puis démerdez-vous, quoi. C'est ça, voilà. Égoïsme masculin et empathie féminin. Ces deux aspects sont indissociables. Il y a besoin de ces deux aspects en nous-mêmes pour pouvoir se réaliser soi-même, hein, réaliser son projet de vie, réaliser le dessin de son être. Il y a besoin de ces deux aspects. Et c'est là-dessus que je veux vraiment insister. Pourquoi l'homme, il est naturellement égoïste? Parce que, en fait, lui, ce qui lui permet de s'orienter dans la vie, c'est ses désirs et c'est l'immédiateté de ses désirs. C'est-à-dire, en gros, le désir, c'est vraiment ou plutôt, on pourrait dire l'appétit, ouais, ou l'appétit en général. C'est, pour pas dire la libido, parce que j'ai jamais aimé ce mot, ça fait penser à libidineux, tu sais, un truc, tu vois, moche, quoi, honteux, plutôt. Alors que non, je vois pas pourquoi il y a pas de problème avec ça, donc je préfère dire l'appétit. Oui, voilà, l'homme, comment dire, s'oriente depuis ces besoins-là assez primaires liés à son appétit. Et tout ça, il le fait pour lui-même. Parce que c'est un être qui est solitaire, comme dans la nature, le mâle, enfin c'est pas vrai chez toutes les espèces, mais il trace sa route, et alors que la femelle, elle va plus souvent vivre en collectivité ou en troupeau ou avec ses petits, et elle est habituée, enfin elle est conditionnée dès le début, à penser d'abord aux besoins des êtres qu'elle protège avant de penser à elle. D'où le lien à l'empathie. L'empathie, quand t'es en pâte, ce mot putain, en pâte, t'es dans la pâte, avec Patou du Poitou, tu ressens, comment dire, les besoins de l'autre deviennent tes besoins, les envies de l'autre deviennent tes propres envies, les souffrances de l'autre deviennent, voilà, c'est un tube qui fait que t'es connecté par des câbles, et tu prends toutes les informations de l'autre. Et ça, c'est nécessaire quand, dans la nature, la femelle, avec ses petits, il faut qu'elle sache tout de suite s'ils ont faim, s'ils n'ont pas faim. Moi, moi, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas avoir fait l'expérience par rapport à ça. Mais je connaissais une mère, son enfant, qui avait des problèmes de santé, qui faisait de l'épilepsie. Et ben, en fait, quelques secondes avant qu'il fasse une crise d'épilepsie, elle avait une notification. Elle le savait. Donc elle se préparait tout de suite et elle savait comment faire face au truc. C'est quand même dingue. Mais ça, l'homme, le masculin, ça, il ne l'a pas, ça.
Enfin, il l'a pas. Il peut le développer, parce que tout se développe. L'égoïsme aussi, ça se développe. C'est ça aussi, pas le développement personnel, c'est ça, c'est tu développes des trucs que tu as besoin de développer. Mais c'est pas un acquis de fait, quoi. Donc c'est deux mécanismes qui vont donner lieu à deux psychologies complètement différentes. Et ça, la femme, elle ne le comprend pas, en fait. C'est vraiment son problème. Elle ne le comprend pas. Elle passe son temps à faire culpabiliser l'homme d'être égoïste. Elle ne comprend pas qu'il n'est pas fait pareil, qu'il n'est pas conçu pareil. Elle veut faire plier la structure de l'homme à sa structure à elle. Cette empathie permanente, ce fait de toujours penser d'abord à l'autre, d'être au petit soin pour l'autre avant de s'occuper d'elle. Pourquoi dans le social, il n'y a que des femmes, principalement. Il y a très peu d'hommes. Dans tout ce qui est le médical, les trucs... tu prends un hôpital, par exemple. Il y a des aides-soignantes, il y a des ménagères, il y a des infirmières, c'est des femmes. Et après, les médecins, c'est des hommes. Parce que le médecin, donc c'est l'aspect de l'image de soi-même. C'est l'individualiste aussi. Voilà. Le médecin, il prend ses décisions tout seul. Et voilà, il est individuel. Donc, alors que la femme, elle est vite en collectivité, en groupe, et au service du besoin des autres avant les siens. Bon, voilà, c'est ça. Si tu comprends pas cette différence structurelle entre les deux, tu vas vouloir en fait transformer l'autre en ce qu'il n'est pas. C'est à partir du moment où on veut transformer l'autre en ce qu'il n'est pas que ça déconne. C'est-à-dire que d'un côté, la femme, elle voudra que l'homme soit moins égoïste et pense d'abord à sa famille, à elle, à tout ça, avant de penser à lui. Et l'homme, il faudra que la femme soit indépendante, autonome, mais ait une maîtrise totale de ses émotions, ce qui est impossible pour une femme, en fait. Puisque la femme, c'est un être émotionnel. C'est un être qui a besoin tout de suite, dès qu'elle ressent quelque chose, de le partager, donc de rentrer en connexion sympathique, empathique avec l'autre. C'est comme ça c'est son mode de fonctionnement. Bon, après, eh ben oui, dans l'absolu, faut développer les deux. Mais ce que j'ai compris, voilà, c'est que cette harmonisation des deux aspects en nous, du féminin et du masculin, se fait uniquement quand la personne est prête à s'individualiser, donc à aller sur son propre chemin à elle ou à lui, et à réaliser son projet personnel. Tant qu'il n'y a pas cette démarche, forcément, on a des êtres qui sont scindés et qui sont dépendants de la polarité opposée. Donc, il vaut mieux, s'adapter enfin, comprendre l'autre et le respecter dans son mode de fonctionnement. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis. Parce qu'il n'y a que la personne elle-même qui peut, dans son développement personnel, dans sa réalisation d'elle-même, dans son processus d'individualisation, faire cette alchimie entre ces deux polarités. Voilà. Et ça, tu peux pas forcer une personne à la mettre sur son chemin, en fait. C'est soit elle ressent le besoin intérieur, soit elle le ressent pas. C'est pas des processus qui se forcent ou qui se poussent. Et en fait, ce que j'ai observé en faisant des observations, c'est que parce que j'ai une amie vraiment avec qui j'ai beaucoup parlé de ça et avec qui j'ai vraiment insisté sur cette compréhension de ce qu'est le masculin dans ce principe-là de l'égoïsme et ce lien à la virilité, au respect de cette virilité. Donc la virilité, c'est d'abord une énergie, hein, donc c'est le respect de cette énergie. J'ai constaté que il y avait beaucoup d'améliorations au niveau dans le couple de cette personne. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, au niveau de la communication, au niveau de plein de choses, parce que en fait, elle respectait sa masculinité. En fait, sa polarité masculine, elle le respectait dans sa structure, dans sa nature. Et voilà.
En fait, plus tu valides l'autre dans sa structure, dans sa nature, plus ça la permet de se sentir bien, en confiance, et plus ça lui permet de donner on va dire, le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Bien sûr, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un ou d'une perverse narcissique, parce que là, dans ce cas-là, bon, vaut mieux s'éloigner de cette personne, on est d'accord. J'ai relevé une forme de misandrie, donc la misandrie, ça veut dire la haine de l'homme, qui se manifeste au travers de la diabolisation de l'ego, de l'égoïsme, de l'individualisme. L'homme, le masculin, c'est cette part en nous d'égoïsme, d'individualisme, de l'action et du fait de faire des actions pour soi-même. Voilà, d'agir pour soi-même, pour ses propres besoins. Le féminin, c'est l'inverse, puisque en fait, la femme, elle est programmée à penser d'abord aux besoins de son enfant avant les siens. À considérer d'abord les besoins de son enfant avant les siens. C'est comme ça que, dans la nature, la mère, elle va d'abord nourrir ses petits avant de se nourrir elle. Ça, c'est vachement, en fait, intéressant parce que, justement, la haine de la femme, la misogynie, elle va plus s'exprimer, se manifester au travers d'une diabolisation des émotions et des ressentis. C'est-à-dire que, en fait, les émotions, les ressentis ont longtemps été considérés comme étant des preuves de faiblesse ou des défauts, des failles. Voilà. Donc, dans la spiritualité, dans les religions, je vais en parler après, je vais revenir là-dessus, on a vraiment une association de l'émotion. Alors, à la fois une association de l'émotion et de l'ego, en fait, mis au même rang et, considérés tous les deux comme étant des éléments à combattre en nous-mêmes. Voilà. Diabolisation, par exemple, de la colère dans la Bible, diabolisation de l'égoïsme dans la Bible aussi et dans les spiritualités en général. On a aussi... dans les branches un peu plus spécifiques comme le supramental, on a une grosse diabolisation de l'émotion comme étant l'expression de l'inconscience, de l'astralité, d'un truc à combattre, à dépasser, voilà. Dans la figure la figure du surhomme, c'est une figure d'un être qui aurait dépassé qui serait devenu totalement maître de ses émotions, en fait. Voilà. Le Jedi, l'être pur, quoi, voilà, l'être éveillé, ou l'être éveillé. Il a plus d'émotions. Il est au-delà de tout ça. Il est au-delà de l'arc-en-ciel des émotions. Il a trouvé la voie du Tao, voilà, la voie du milieu. Donc, l'égoïsme, je vais en parler après de ça. Donc ça, c'est vraiment l'aspect du masculin, l'individualisme. Et avant ça, je voulais aborder le handicap principal de l'homme. Et je voudrais, évoquer ma théorie. Enfin, j'ai une théorie un peu, un peu merdique. Enfin, un peu merdique. Et voilà ma théorie. Ma théorie, c'est que les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes. Et quand tu comprends ça, tout va bien. Oh putain, là, il va me falloir du café parce que je sens que le cerveau, il veut pas. Mais Loupiot, non, on va pas prendre. Et je veux pas te laisser. Oui, putain. Ta gueule, Loupiot. C'est bien. Ça, c'est un bon chien. Putain, je sais même plus de quoi je voulais parler, en fait. Ah oui, ma théorie. Alors, les hommes sont des femmes, les femmes sont... non, c'est trop compliqué si je commence comme ça. Pouh là là, ça, c'est dur à... Non.
D'abord, je vais commencer par le handicap. Voilà. Bah, les deux, ouh, bo. L'homme, il est handicapé, la femme aussi. À quel niveau? Le masculin, il est handicapé dans sa part féminine, en fait, c'est-à-dire dans sa relation aux émotions, aux ressentis. Et voilà. Et après, vous allez voir comment j'en viens à ma théorie. C'est tout un délire. Là, hier, je discutais avec une femme de mon âge qui a des enfants, enfin 2 filles, pré-ado. Et il y a une pré-ado, elle avait un petit copain. Et en fait, le petit copain, devant tout le monde, il lui a balancé un truc en pleine gueule. Il lui a dit, en fait, c'est terminé. Alors, c'est-à-dire que tout le monde était au courant, sauf elle. Et devant tout le monde, il lui a dit, non, mais en fait, on n'est plus ensemble, hein, c'est fini. Et elle s'est pris ça dans la gueule. Elle a eu un énorme choc. Ça l'a complètement bouleversée. Elle ne s'y attendait absolument pas parce que ils s'entendaient très bien. Il n'y avait aucun élément qui pouvait laisser présager ce truc. Ça arrive très souvent en fait à l'adolescence. Ce genre de truc là, c'est que l'homme en fait, le masculin plutôt, il est complètement il a énormément de difficultés à pouvoir exprimer, verbaliser ses émotions et ses ressentis. Il ne sait pas le faire. Avec ses amis, hommes, garçons, enfin voilà, ils en sont encore plus incapables. C'est-à-dire que les femmes parlent des hommes, les hommes parlent des femmes, mais ils n'en parlent pas de la même façon. Les femmes, elles vont parler de ce qu'elles ressentent de leurs sentiments, alors que les hommes, ils vont parler de leurs exploits sexuels, ou des qualités physiques, on va dire extérieures de la nana. Mais ils vont jamais parler de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentent. Et donc ils vont rester très superficiels. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, voilà, ma théorie, voilà, c'est ça. C'est que les hommes sont des femmes, dans le sens où ils sont superficiels. C'est eux les plus superficiels dans l'histoire. Parce qu'on dit souvent que c'est les femmes qui sont superficielles. En fait, non. Ils sont dans la façade. Et ils savent pas du tout comment... ils savent pas savoir... En fait, voilà. Ils savent pas savoir ce qu'ils ressentent pour une meuf. Parce que pour eux, quand ils ont du désir, ça veut dire quand ils ont envie d'avoir une relation sexuelle, quand ils sentent le désir, pour eux, c'est ça les sentiments. Alors que les femmes savent faire la distinction entre les deux. Les femmes savent directement, bon, c'est une généralité, je ne vais pas le redire à chaque fois, hein, mais elles savent tout de suite, avec un homme, enfin avec le masculin, s'il y a un avenir possible ou pas, et jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce que ça peut être. Elles savent déjà projeter dans le temps le truc, en fait. Elles le savent instantanément, en fait. Donc, là-dessus, en fait, on va dire qu'elles ont une sécurité, dans le sens où, comme elles ont contact avec leurs ressentis, leurs émotions, et l'avenir aussi également, parce qu'elles savent si une relation a de l'avenir ou pas, elles ont, j'ai envie de dire, du concret. Enfin, elles ont quelque chose à quoi se raccrocher. Alors que les hommes, eux, ils n'ont rien à se raccrocher, ils n'ont que leur désir. Et donc, comme ils peuvent désirer potentiellement pas mal, enfin, pas potentiellement, effectivement, beaucoup de femmes, ils sont paumés, en fait. Donc, ce qu'ils vont faire, ce que j'ai observé, c'est qu'ils vont faire des tests, un peu comme des scientifiques qui feraient des expériences un peu cheloues. Ils vont tester des trucs pour voir les réactions. Ils vont se repérer par rapport aux réactions de la femme. Donc, ils vont toujours se positionner par rapport à elle, parce qu'eux, ils sont perdus. Donc, ils vont voir si la meuf ou si la femme, elle est vraiment intéressée, elle est vraiment attachée à eux. Et pour ça, la seule façon qu'ils ont, c'est de faire mal. Voilà. Et alors moi, c'est dingue, quand j'avais 5 ans, mes premiers contacts avec les garçons, alors j'arrive, j'étais nouvelle dans une école maternelle, j'arrivais en grande section ou en moyenne section. J'arrive, je m'en rappellerai toute ma vie de ce premier jour d'école, hein. J'étais bien habillée, j'avais mis ma petite robe que j'aimais bien, j'étais très 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 coquette à l'époque, donc voilà, je me faisais tout moi-même, hein, mais j'étais hyper coquette et tout. J'ai beaucoup changé.
Enfin, j'ai eu plusieurs phases, bref, c'est pas le sujet. Et j'adorais à l'époque les jupes qui tournent. Faire tourner les jupes et tout, c'était ma grande passion. Donc j'y vais, j'étais hyper sapée, hyper bien coiffée. Et là, j'ai vu qu'il y avait les 3 garçons principaux, enfin, je pourrais citer leur nom, hein, Emmanuel, Jean-Pierre et Clément, qui étaient un groupe de garçons. Ils m'ont tout de suite repéré et ils étaient super intéressés par moi tout de suite. Comme j'étais nouvelle, bien habillée, tout ça, machin. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour... ils auraient dû... Enfin, je voyais qu'ils m'aimaient bien, quoi. Qu'ils arrêtaient pas de me regarder, ils étaient hyper intrigués. Normalement, ce qui se passe, c'est que, quand il y a quelqu'un qui t'intéresse, tu vas le voir, tu vas voir cette personne, tu commences à lui parler, je sais pas. Eux, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont mis, ils se sont mis en plein milieu de la cour. Ils avaient compris que j'étais, comment dire, j'avais eu une affinité avec une nana, enfin avec une petite, voilà, qui est devenue ensuite ma meilleure amie, et que je voulais aller la rejoindre, et ils m'ont empêché d'y aller, ils m'ont fait un piège, ils se sont tenus la main pour faire un filet et me faire tomber en fait. Et leur délire, c'est que toutes les récrés, ils essayaient de me faire tomber. Donc ils me faisaient des crochetons, ils me couraient après, c'est comme ça que je me suis pété les dents d'ailleurs, enfin ça a été après ça que je me suis pété les dents. Mais, enfin bon, et donc je sentais, parce que quand t'es enfant, t'es hypersensible, tu ressens tout, je ressentais leurs intentions, je voyais qu'ils étaient obsédés par moi. Pareil, il y avait un garçon comme ça, quand j'étais plus petite, chez ma nourrice, il avait 4 ans, moi pareil, j'avais le même âge, je savais qu'il était amoureux de moi, il me parlait jamais, il me regardait toujours fixement, et en fait, avec ses mains, il me prenait les bras et il serrait très fort pour me pincer avec du sable en même temps. C'était hyper désagréable. Mais moi, je savais que je me disais, mais le pauvre handicapé, il est pas foutu de me parler, je sais qu'il est amoureux de moi, mais putain, pourquoi il me le dit pas? Ce serait tellement plus simple. Moi, j'étais pas du tout intéressée par lui, quoi. Enfin, je voulais bien être amie, c'est tout. Et alors après, plus tard, enfin, quand je dis plus tard, c'est au CP, hein, 7 ans par là. Là, on commençait à être un peu moins, enfin, les garçons commençaient à être un peu moins handicapés. Mais alors, ils faisaient passer des mots et tout, mais c'était galère, quoi, quand même. Mais ils faisaient passer des mots. Mais bon, ça a continué après les jeux où ils te poursuivent, ils te font tomber, puis toi, tu te casses la gueule, tu te fais super mal et tout. Et là, ils arrivent mieux à voir si tu les aimes ou pas, tu vois. Et là, ce qui s'est passé, donc, avec cette histoire de cette adolescente, c'est que le gars, juste après, il lui a dit qu'il voulait se remettre avec et que c'était une erreur, il s'était trompé. En fait, il voulait vérifier si elle avait mal. Voilà. Il voulait voir si elle avait mal. Si le fait qu'il dise ça, devant tout le monde, en plus, elle allait avoir mal. C'est comme ça qu'ils peuvent, eux, avoir, en fait, un contact avec le ressenti. C'est hyper violent comme méthode. Parfois, ils vont même brusquer, parce qu'ils ont ce handicap vis-à-vis de l'expression de leurs émotions, de leurs ressentis, de leurs sentiments. Voilà. C'est le gros handicap. Et franchement, on améliorerait les relations humaines et surtout, on éviterait à des enfants de se construire une structure de pervers narcissique dès le plus jeune âge si on apprenait aux enfants à exprimer leurs émotions, à exprimer leurs ressentis. Mais on ferait des progrès au niveau de tout, en fait. Enfin, on évoluerait de ouf. Hein. C'est ça qu'on devrait apprendre plutôt que d'apprendre le baptême de Clovis et d'apprendre des trucs qui servent à rien. Enfin, je veux dire... Et parce que là, quand dans le cas, donc dans cette situation où le garçon fait mal à la fille, si ensuite il revient, il lui dit... en fait, je regrette. Je voudrais qu'on se remette ensemble. C'est quoi le danger en fait derrière? C'est que il n'y ait pas eu de communication et que ça reparte et que en fait il ait intégré le garçon dans sa structure. Que finalement pour avoir une meuf faut lui faire mal ou que c'est normal de lui faire mal en fait. Enfin, ou que c'est comme ça que ça marche quoi. En fait, non. Là, ce qui se passe, quand il se passe ça, c'est que, la fille, ou celui qui a eu mal, en tout cas, doit dire à l'autre, tu m'as fait mal. Ou plutôt, ce que tu m'as dit m'a blessé profondément.
est-ce que tu as conscience que tu m'as fait mal? Question. Si l'autre répond oui, eh ben, celui qui a eu mal dit, ben, on pourra se reparler ou se revoir uniquement quand tu m'auras demandé pardon. Tant qu'il n'y a pas eu le pardon, en fait, c'est comme si le mal qui avait été fait était validé, intégré, comme un mode d'échange normal. C'est ça qui, voilà. Il suffit pas juste d'attendre que le temps passe. Oui, non, il faut qu'il y ait le pardon, en fait. C'est vraiment la condition obligatoire nécessaire. En fait, le pardon, c'est l'aboutissement de la prise de conscience de ce qui a été fait et c'est ce qui peut permettre de repartir à zéro. Sans qu'il ait... Parce qu'à ce moment-là, lui, il aura intégré, le garçon, il aura intégré sa prise de conscience et son action de demander pardon. Mais s'il ne le fait pas, il restera sur, comme je disais juste avant, ah bah je lui ai fait mal, bah c'est comme ça que ça marche finalement, puisqu'elle revient vers moi. Ok, elle a eu un peu mal, mais elle revient, et en fait, elle est encore plus attachée à moi. Enfin, bon, en fait, je viens de capter que ma théorie, c'est pas une théorie, c'est plus bah oui, un projet, un devenir. L'homme doit devenir une femme, la femme doit devenir un homme, ou plutôt l'homme doit intégrer son féminin et la femme doit intégrer son masculin. Sa polarité opposée. Parce que là, dans ce cas, en fait, dans le cas où le féminin est blessé, eh bien, par le masculin, c'est au féminin de faire la démarche, donc de poser l'acte, l'action, d'aller vers le masculin pour lui dire, pour lui exprimer son ressenti. Et ne pas, en fait, se replier sur elle-même et, aller dans l'entre-soi. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand il y a un heurt entre le masculin et le féminin, le féminin va se replier dans le féminin. C'est-à-dire que la fille, elle va aller parler avec ses copines. Elle va se mettre dans sa bulle protectrice, où elle est comprise par les copines. Et le masculin, pareil, quand ça marche pas avec le féminin, parce que j'ai oublié aussi de préciser que dans son handicap, le masculin, il comprend pas la femme, déjà, de base. En fait, il part avec ce problème de ne pas comprendre le fonctionnement de la femme. Ça reste un mystère. Alors que la femme, elle comprend assez bien le masculin parce que c'est assez facile à comprendre, en fait. C'est même des fois un peu trop facile. Donc, voilà. Donc, le masculin, lui, va se replier dans son groupe avec ses autres garçons où ils vont, en fait, renforcer leur orgueil de performeurs sexuels, d'exploits sexuels ou de je ne sais quoi pour se redorer le blason et renforcer, oui, comme je disais, l'orgueil. Donc ça va pas du tout aller dans le sens d'une amélioration, au contraire. Donc là, c'est à la femme de faire la démarche, parce que c'est pas à l'homme de faire la démarche d'aller exprimer ses émotions. Il en est incapable, il sait pas faire. Et ce que je vais dire après, en fait, c'est que finalement, c'est à la femme de faire les démarches importantes. C'est-à-dire les démarches importantes qui vont dans le sens de la communication. Parce que mais de le faire intelligemment. Et le problème, c'est que en fait, là, je parle des femmes, des adultes. Les femmes adultes ne savent pas s'y prendre pas du tout, pour parler avec les hommes. Elles ne savent pas du tout s'y prendre. Parce qu'en fait, elles partent toujours, bon, moi je l'ai vécu, je sais très bien, elles commencent tout de suite à foutre la pression. Parce que, comme je le disais dans la vidéo sur les femmes sont perfectionnistes. Hein. Elles veulent toujours préserver les formes, l'apparence de leur couple. Alors que l'homme, lui, il préserve les apparences de lui-même. Il est centré sur lui-même. Voilà. Mais la femme, c'est son couple, c'est son foyer, sa famille. Voilà. Donc, dès que ça déconne à ce niveau-là, elle fout tout de suite la pression pour essayer de rectifier un truc qui dysfonctionne. Sauf que tu ne peux pas rectifier un truc qui dysfonctionne par la critique et la pression, ça ne fonctionne pas.
car l'homme ne supporte pas la critique. Les femmes peuvent supporter les critiques parce que elles fonctionnent entre elles comme ça. Les femmes se font beaucoup de commentaires, comment dire, du fait de leur, je sais pas comment dire, les femmes, elles ont intégré la critique comme étant quelque chose qui fait partie de leurs échanges. Parce qu'elles sont toujours, en train de se comparer elles-mêmes, en train de se juger. Enfin, je fais encore une fois des généralités, hein, bien sûr. Mais comme elles veulent, voilà, c'est ça. Les femmes, en fait, elles veulent se conformer, devenir une sorte de standard, alors que l'homme, lui, il a besoin de s'individualiser, il a besoin de se différencier des autres, de se démarquer. Et il ne supporte pas la critique. La seule chose qu'il peut supporter, c'est, en fait, pour le dire simplement, les compliments. Ouais. Il marche qu'à ça, en fait. C'est-à-dire que la femme, elle marche à la critique parce que c'est au travers de la critique qu'elle peut de plus en plus aller vers son propre idéal, sa propre correspondance aux normes et à sa représentation de son idéal, voilà. Mais l'homme, lui, il faut toujours qu'il aille toujours plus vers lui-même, vers ce qu'il est, vers sa vraie personnalité, vers son individualité. Et c'est comme dans le coaching, tu peux pas c'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche du coaching en général, c'est que c'est une approche positive qui est basée vraiment sur l'encouragement, sur le positif, sur la stimulation, tout ce qui te donne envie d'avancer. Mais la critique, ça ne te donne pas envie d'avancer, en fait. Ça te donne plus envie de te replier sur toi-même, de t'introspectionner. Ça veut rien dire. Mais du coup, après, ça te fait te replier sur toi aussi. Je fais une pause ici, dans cet audio, pour vraiment insister de ouf sur cette insupportabilité de la critique chez le masculin. En fait, comment j'ai pris conscience de ça ? J'en ai pris conscience en m'observant moi-même. Quand je me suis engagée dans mon processus d'individualisation, c'est-à-dire, pour le dire en termes simples, dans la réalisation du dessin de mon être, le projet subtil. Moi, mon projet subtil, l'ambition de mon être, c'était de trouver mon propre langage pictural en peinture. Trouver mon style. C'est en fait le pari que je m'étais fait enfant, mais qu'il m'a fallu accoucher, parce que c'était pas quelque chose que j'aurais pu verbaliser quand j'étais enfant. Et de dire simplement mon rêve est de devenir artiste ne suffisait pas, parce que en fait ça veut rien dire. Devenir artiste, oui, alors c'est quoi, faire de l'art contemporain, faire des expos dans des centres d'art et faire reprendre les codes existants et faire de la merde, du coup? Non, pas du tout. Donc, il fallait qu'il y ait un développement qui s'est produit grâce à la parole, grâce aux vidéos, grâce à tout ça. Grâce à cette chaîne qui est mon atelier. Et en fait, là-dedans, dans ce processus, c'est ma part masculine qui s'est déployée. Et j'ai pu le commencer à partir du moment, d'ailleurs, où j'étais moi-même séparée de mon compagnon qui jouait le rôle de l'homme dans ma vie. Mais moi, je pouvais pas laisser mon homme intérieur se développer. Bon. Là, dans ce processus, j'ai vraiment réalisé que la critique me rendait dingue. Que la critique ne m'apportait absolument rien. Que la plupart du temps, la critique, en fait, était juste une déportation du mal-être. Enfin, je percevais la critique comme une déportation du mal-être de celui qui me faisait la critique, ou une expression de la jalousie, et j'en étais vraiment affectée dans le sens où
j'avais pas besoin de ça pour moi me réaliser, pour mon projet. J'avais pas besoin qu'on me déporte du mal-être sur moi, quoi. Et ou qu'on me psychanalyse alors que j'avais rien demandé. Et je me souviens que dans certaines conférences à l'époque où justement j'écoutais Bernard de Montréal, des fois il pétait des câbles, Bernard de Montréal, en disant s'il y en a un qui vient me psychanalyser, ça va mal se passer pour lui. Et lui, il était vraiment dans sa dominante masculine. D'ailleurs, il avait cet aspect un peu misogyne, de la haine de l'émotion, de la haine de tout ce qui est féminin, mais bon, bref. En fait, le masculin, il aime pas qu'on l'infantilise, parce que c'est humiliant et c'est castrateur pour sa virilité, donc en fait pour cette énergie, pour son énergie virile, pour son énergie, je vais en parler après de la virilité, l'énergie virile, l'énergie électrique, l'énergie de l'action, l'énergie pénétrante, l'énergie qui va de l'avant. Hein, on peut comparer le vril à l'éclair, par opposition à l'énergie magnétique de la femme, l'énergie terre, l'énergie mère aussi, l'énergie réceptacle, l'énergie plus passive, plus dormante. Donc, ça, c'est pour son énergie, c'est pas bon du tout. Et voilà, moi, la parenthèse là que je fais, c'est pour dire aux femmes, soit des femmes qui vivent avec un homme ou pour les femmes pour leur polarité masculine, si vous voulez que le masculin puisse se déployer, déjà vous devez l'aimer, c'est la base déjà, oui, bon, ça c'est évident, et vous devez retirer de votre parole, vous devez être attentif à votre parole et retirer toute forme de négativité, oui, non, mais c'est pas pour dire retirer la colère et être gentil, non, parce que la colère parfois peut être stimulante, mais en fait retirer la critique, retirer la souffrance, retirer la frustration, donc en fait faire un travail sur soi. Pour moi, en fait, le travail sur soi, c'est réaliser le dessein de son être. C'est-à-dire que tant que t'as pas trouvé le but de ta vie, tant que t'as pas réalisé le but de ta vie, tu peux pas être bien dans ta peau et forcément tu seras méchant. Tu seras castratrice, tu seras critique, t'auras la haine de l'autre, en fait, et du masculin, et tu voudras lui faire payer. Tu voudras te venger sur lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'homme ne supporte pas, mais pas du tout. Parce que déjà, lui, il doit se déployer. Mais si à chaque fois qu'il se déploie, il est ramené au fait qu'il est méchant, qu'il aurait fait du mal, alors c'est pas lui qui a fait du mal à la meuf. Si elle a eu des souffrances dans son passé, c'est pas de sa faute au mec actuel. Il y a aujourd'hui le mouvement du féminisme qui est né dans les années 70 avec la libération sexuelle, tout ça. Mais aujourd'hui, à un moment donné, il va y avoir le masculinisme, ça obligé, ça va devoir se développer. Et sur quel principe, sur quelle base? Eh bien, je dirais sur le droit à l'émancipation individuelle, sur le droit à être égoïste et sur le droit à être respecté dans son égoïsme et dans son individualité, sur le droit à être respecté dans ses besoins fondamentaux. Et oui, l'homme a ce besoin d'individualisme. Et si ce besoin n'est pas respecté, ça va pas bien pour lui. Il est très mal. J'ai constaté l'évolution du comportement de l'homme. Alors bon, j'ai qu'un exemple. Normalement, quand t'es un vrai, je sais pas quoi, un vrai anthropologue ou je sais pas, tu prends plein de cas. Voilà. Bon, moi j'ai qu'un seul cas. L'évolution du comportement du copain d'une amie. À partir du moment où je lui ai dit tout ça, en fait, c'est-à-dire que j'ai observé que à chaque fois qu'elle cherchait à parler à son copain en faisant comme font toutes les meufs, genre oui, il faut qu'on parle. Tu vois, elle arrive, la meuf avec cet air grave, cet air sinistre, genre comme si elle allait à un enterrement. Et elle dit au mec, oui, il faut qu'on parle. Parce que là, ça va pas. Je sens que entre nous, il n'y a plus de communication. Toutes les meufs, toutes les femmes du monde ont...
qui parle français, je veux dire, parce qu'en espagnol, ça fait autre chose, ça fait... je pourrais pas le faire. Bon, les Espagnols, elles se mettent tout de suite à gueuler. Bon, les Français sont plus dans le... Bon, putain, Hello, qu'est-ce que tu nous fais, là? Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et donc, j'ai observé que, en fait, ça ne, ça n'améliorait jamais la relation, ce genre d'échange, ce genre de fausse communication où d'entrée de jeu, tu sens que la meuf a un truc à reprocher au mec. Donc déjà, bon. Là, ça commence mal, parce que le mec, il va sentir le reproche, il va sentir le danger. Là, je vous ai parlé dans la vidéo Comprendre la femme, l'histoire du canapé, hein, c'est ça. C'est la meuf qui se met pas bien et elle attend, elle espère que puisqu'elle est pas bien, le mec va se mettre en sympathie, c'est-à-dire en connexion sympathique, empathique avec la meuf, et la communication va passer comme ça. Non, non, ça passe pas du tout. Quand le mec il voit que la meuf est pas bien, il se dit danger, et il se dit oh merde, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, oh putain, si j'ai fait un truc qui va pas, oh putain, merde, et là il est pas bien, il est en panique, et du coup il peut pas être intelligent. Quand t'es en panique, quand t'es en... Enfin, que tu peux pas être intelligent, c'est pas possible. Donc tu vas faire de la merde. Bien souvent, c'est plus la fuite qui se produit. C'est plus souvent l'homme qui prend la fuite. Qui fait que la meuf est encore plus dingue qu'elle ne l'était au début et c'est n'importe quoi. J'ai dit à ma pote, et j'en ai pris conscience aussi avec mon ex-compagnon avec qui je continue d'avoir des échanges, des dialogues. Il y avait souvent des trucs qui allaient pas dans ces dialogues. Je chantais parce que il y avait des restes de mon conditionnement féminin qui voulaient continuer à le changer un peu ou à essayer de lui faire comprendre des choses. Tu peux pas en fait forcer la compréhension à une personne déjà de base, mais encore moins à un homme. C'est insupportable pour l'homme ça. Il a la sensation de se faire prendre de haut. Bah d'ailleurs c'est le cas, il se fait prendre de haut. Alors ça, pour la virilité d'un homme, c'est laisse tomber, hein. Non, pas possible. Lui, c'est le soleil, c'est l'éclair. Donc si tu veux le soleil et l'éclair, tu peux pas les prendre de haut, en fait. Parce qu'au-dessus du soleil, il y a rien. Enfin, il y a Dieu, mais encore que, c'est même pas dit. Non, pas possible. Donc j'ai dit à ma pote, je lui dis, puis en lui disant à elle, je me le dis à moi, je dis non, arrête ça, ne lui parle plus comme ça marchera, ça sert à rien, ça m'amène rien. Par contre, bon, vous allez rigoler un peu, parce que c'est peut-être un peu ridicule. Je lui dis, mais encourage-le. Enfin, dis-lui que des choses positives. Alors du coup, on était partis dans un truc, on rigolait trop, parce que on reprenait le truc des inconnus, là, le pari, là, quand ils essaient d'arrêter de fumer, quand ils sont dans la secte, et il leur passe des images, bien, pas bien, bien, pas bien. Et entre nous, en fait, elle me disait ce qu'elle faisait, et moi je lui disais bien. Et des fois, quand elle déconnait et qu'elle repartait dans son côté castrateur, je dis pas bien. Et puis alors du coup après, elle répondait à ma place, elle fait, et regarde, j'ai fait ça, bien, oui, bien. Et là, oui, bien. Et elle après, elle l'a fait avec son copain dès qu'il faisait un truc. Elle lui faisait bien, c'est bien. Je fais attends, faut pas non plus rentrer dans de l'éducation canine là. Mais en même temps, j'ai fait, oui bon. Tu sais, faut que tu... Enfin, les hommes, c'est un peu comme des chiens. Non, mais c'est vrai qu'un chien, tu peux pas, lui faire comprendre qu'il aurait fait quelque chose de mal. Enfin, tu vois, les animaux, ils ont pas la notion du mal. Ils fonctionnent que au positif. Tu vois, c'est la positive attitude. Mais c'est la vie, c'est comme ça. La vie, c'est ça. Enfin... le chien, il va enregistrer que ça c'est positif, du coup il va toujours faire les choses positives, tu vois. Et voilà. Donc j'ai pu constater qu'il y a eu un truc de fou, des évolutions qui se sont produites et que en fait elle attendait. Moi je vais vous dire simplement les choses. Elle attendait que son copain il prenne un calendrier. Parce que déjà les femmes c'est comme ça, c'est des calendriers sur pattes. Ils prennent un calendrier, un agenda. Et ils lui disent, voilà, là, on fait ça ensemble. Parce que voilà, bon, ils sont occupés tous les deux, machin. Là, on fait ça ensemble, là. Donc, première au début, et ça a duré, pendant 3 ans, hein, elle a galéré
à lui gueuler dessus, à le faire chier, à se mettre mal et à lui dire oui, nanana, moi ce que j'attends c'est qu'on cale des dates, tu vois, et tout, puis ça marchait pas. Et, non mais le jour quand elle m'a dit ça, j'ai vraiment halluciné. Je lui ai dit vas-y, essaye cette méthode, essaye le positif, essaye la méthode coach. Voilà, dis-lui, pense à lui dire quand c'est bien ce qu'il fait, putain. Sinon, tu vois, enfin même, c'est quand même dégueulasse. Quand tu fais des efforts, il n'y a personne qui est là pour te dire que c'est bien ce que tu fais. Enfin, bon, elle a essayé cette méthode et à un moment donné, bon, je pourrais pas vous dire sur combien de mois, c'était à peu près 3 mois. Au bout de 3 mois, à un moment donné, le mec, il arrive, il avait son agenda et lui dit, voilà, il a sorti son agenda et tout. Et elle me dit, à un moment, quand il a sorti son agenda et qu'il m'a dit, bon, on va voir quand est-ce qu'on pourrait partir en vacances ensemble et tout. Elle est restée bloquée, elle hallucinait. Elle hallucinait. Bah oui, mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était en confiance, il avait envie de se... Du coup, il avait été plus à l'aise pour se projeter dans l'avenir et plus serein. Et il avait été validé par... Enfin, il avait été validé. Alors, je vais reprendre le côté... Enfin, le lien à l'être, le masculin, le féminin. Quand tu entreprends quelque chose, que tu es dans ta part masculine, que tu te casses le cul pour faire un truc, parce que voilà, le masculin c'est l'action, surtout dans la matière, d'accord? Tu as besoin à un moment donné qu'il y ait la validation. Si tu l'as pas, tu vas péter un câble. Je veux dire, tout le monde est comme ça. Tu dois organiser un truc pour ta famille, je sais pas moi, un truc quand même assez costaud en termes d'organisation, en termes de moyens, tout ça. S'il y a personne dans ta famille qui te dit putain, c'est bien ce que t'as fait là, waouh, franchement, t'as bossé, merci, parce que grâce à toi, on a passé un super moment et voilà, c'était génial. Si t'as pas ça, mais voilà, après, tu vas pas être sympa, enfin, c'est normal, c'est humain, je veux dire. Et voilà. Et ça, en fait, je le redis, mais les femmes n'y pensent pas parce qu'elles ont un cerveau qui est fait qu'elles n'arrivent pas à... Elles bloquent uniquement sur les choses qui vont pas, toujours pour corriger, pour perfectionner. Donc, elles pensent pas à dire les trucs qui vont. Et ce que j'ai observé aussi, là je fais une autre parenthèse, c'est par rapport à l'accompagnement en général. Nous, on a été habitués dans notre éducation à avancer, à marcher à la pression et à la peur. Genre, dépêche-toi, fais ça, sinon tu vas finir SDF, sinon tu n'auras pas d'argent, tu vas mourir dans la rue, tu n'auras plus rien à manger. On a été habitués à manger, à avancer comme ça. En fait, ça peut marcher un temps, mais tu vas vite, mais tu vas pas loin comme ça. C'est-à-dire que tu vis ta vie dans une logique d'immédiateté, de court terme. Vite, 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 vite. Faut que je travaille là. Bon, c'est bon, j'ai de l'argent, je mange. Oh, j'ai plus faim. Ouais. L'être, il avance pas à la pression, en fait. L'être, le créateur en nous, il avance pas du tout à la pression. Même au contraire, il comprend pas ce fonctionnement. L'être, il avance à l'inspiration. C'est un artiste. Un artiste, d'ailleurs. J'emploie volontairement le masculin. C'est un artiste, c'est un créateur. Il avance à l'inspiration. C'est comme ça qu'il peut vraiment avancer et avoir son énergie de disponible pour avancer. Le souffle, l'inspiration, c'est le souffle. Donc il a du souffle. Quand tu es en pression, tu n'as plus de souffle. Voilà, quand tu es inspiré, tu as du souffle et tu as envie d'avancer surtout. Donc, le masculin, en fait, il cherche auprès du féminin qui peut être associé, en fait, à l'inconscient, à l'imaginaire, hein, on pourrait dire au potentiel créateur, à la différence du masculin qui est l'effectif créateur, c'est-à-dire celui qui rend réelles les choses. Ouais, là, c'est marrant, c'est inversé. Bon, bref. Parce que c'est celui qui passe à l'action. Et oui, la femme, elle a la matrice, c'est le potentiel. Tant qu'elle se fait pas ensemencer, tant qu'il n'y a pas un homme qui passe à l'action, on va dire sur elle, il se passe rien. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien, il y a tout qui rentre dans mes... Ouais, c'est logique ce que je dis, c'est grave logique. Mon masculin, là, il est grave content, c'est grave logique. Donc,
Ouais, sauf que là, je sais plus ce que je disais. Oui, il attend finalement l'homme d'être inspiré, pour le dire trivial, de manière triviale, c'est qu'il attend que sa teub elle monte, et pour ça, il faut qu'il y ait une inspiration. Vous voyez, donc c'est tout l'inverse de ce que elle, la femme, elle croit qu'il faut pour le mec. D'où le lien, la muse, la femme, l'aspect de la légèreté, de la fantaisie, qui est vraiment ce qui va vraiment manquer à l'homme. Ça, je sais plus si j'en parle de ça. C'est plus dans le handicap, parce qu'après je vais parler du handicap de l'homme. Le handicap de l'homme, c'est qu'il est un peu trop terre à terre et il s'enterre dans ses habitudes, dans sa routine. Donc ce qui va lui manquer, c'est la fantaisie, la légèreté, le côté loufoque, la folie. Ah mais si, j'en ai parlé ça dans l'autre vidéo. Et c'est ce qu'il va rechercher chez la femme aussi. Et on voit, encore une fois, chez les artistes ou chez les personnes qui sont plus fusionnées dans leurs deux aspects, qu'elles ont ça. En général, les artistes hommes, ils sont un peu loufoques, ils sont un peu foufous, voilà, ils ont ce côté-là. Où j'en étais allée avec tout ça. Essayer de... Ouais, bon. Ce que je veux dire, c'est... Oui, non, mais c'est pour ça que c'est que la femme, il faut qu'elle passe à l'action. Mais en conscience. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est ça. C'est que... pourquoi la communication est problématique entre l'homme et la femme? C'est parce que il y a en fait des interférences par le biais des blessures. Parce que les blessures de l'autre sexe, quand elles ont été faites, elles n'ont pas été pardonnées, elles n'ont pas été évacuées. Donc il y a une éternelle guerre entre les deux. Et il n'y a que la communication transparente et tout qui peut, et sincère, qui peut permettre d'effacer l'ardoise. Mais si la femme, elle y va d'entrée de jeu avec un besoin de corriger, de se venger, de faire culpabiliser, et ben en fait, elle va juste, oui, être dans une démarche où elle se venge du mal qui lui a été fait, mais elle fait du mal de la même façon du coup. Voilà, c'est un cercle vicieux. Voilà, dans ce sens, la femme doit faire la démarche individuelle, donc on va dire masculine, faire l'action par la parole, par le langage elle-même, de son côté, de manière individuelle, donc sans dépendre de l'homme, faire sa démarche de pardonner pour ce qui lui a été fait, enfin de faire une démarche, faire un putain de travail sur elle, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et le truc, c'est qu'il faut qu'elle arrive à se déconditionner du fait que c'est l'homme qui va venir la sauver ou l'aider ou lui faire le taf à sa place. Ou qu'elle va trouver un jour un homme qui sera gentil, à l'écoute, et qui sera parfait, et qui sera là pour elle, et qui sera son psy, et que non. En fait, parce que ça, c'est... en plus d'être immature, c'est de l'instrumentalisation, parce que tu pars du principe que l'autre est à ton service, pour toi. Donc, c'est du mauvais égoïsme, en fait, c'est du narcissisme. Voilà. Le mauvais égoïsme, l'égoïste, il pense à lui-même, il suit ses besoins, il fait ce qu'il a à faire, il suit son chemin. Le narcissique, il est dépendant de l'autre, et il dit à l'autre, et il fait culpabiliser l'autre de ne pas penser à lui. Voilà, c'est ça. L'homme, donc, a ce gros handicap vis-à-vis de l'expression de ses émotions. Et ça va vraiment être le truc qui va compliquer beaucoup les choses. Ensuite, il a un autre handicap, l'homme, et ça, c'est vraiment un truc, c'est terrible. Et que là, les femmes n'en ont absolument pas conscience de ça, en général, j'ai remarqué. C'est que, en fait, un homme, il galère pour pécho. C'est-à-dire qu'une femme ne galérera... Encore une fois, c'est des généralités, hein, mais les femmes ne galèrent pas pour pécho. Parce que les hommes peuvent ressentir du désir pour quasiment toutes les femmes, en fait. À partir du moment... Je fais vraiment de la généralité, encore une fois, mais à partir du moment où il y a un vagin, ça va, quoi. Ça va, ça peut le faire. Donc, les femmes... donc, il y a des sondages qui sont faits, enfin, des études qui ont été faites,
Si une femme, elle sort dans la rue, il lui faut 7 minutes en moyenne pour trouver un partenaire sexuel si elle en recherche un. Pour un homme, ça va être plusieurs heures. Et ça, c'est inscrit en nous, c'est inscrit dans l'homme, cette difficulté. Il va falloir qu'il bataille pour pécho. Donc comment... Alors déjà, voilà, donc... à l'adolescence, ensuite, l'homme, le garçon qui devient homme, il subit une transformation au niveau de sa voix, qui est quand même un truc de fou, qui fait que pendant quelques temps, il aura l'air d'un mongol, avec sa voix cassée, et sa voix qui oscille et tout, donc là, il va se taper bien des humiliations. Ensuite, il va falloir que il se démarque absolument pour pécho. C'est-à-dire que il va falloir qu'il développe quelque chose que les autres n'ont pas, pour se faire remarquer. Et en fait, le masculin, l'homme, il va rentrer dans une logique où il faut qu'il se démarque, il faut qu'il soit singulier, il faut qu'il soit différent des autres, et il va en fait attendre d'être repéré. C'est pour ça que je dis que l'homme est une femme. C'est-à-dire que il va se démener pour essayer d'être différent des autres. Il va mettre toute son énergie là-dedans pour devenir ouf selon sa propre définition de ce que c'est qu'être ouf. Donc soit, super sportif, un guitariste de ouf. Pourquoi il y a des mecs qui font de la guitare, c'est juste pour pécho des meufs, hein, voilà. Pour gagner plein de thunes, très, très rapidement avoir une super bagnole, des choses comme ça. Surtout beaucoup à l'extérieur, en fait. Parce qu'il faut que sa différence se voit à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, il va attendre d'être repéré. Il va être dans cette logique. Alors que c'est là qu'il y a un souci. C'est que les femmes, elles restent en mode... elles croient aussi que c'est qu'il faut attendre et que c'est le mec qui va venir vers elles. Alors qu'en fait, et c'est pour ça qu'il y a plein de rencontres qui ne se font pas, parce que les femmes ne comprennent pas que c'est à elles d'aller vers le mec. Vous voyez le truc? Et ça, je l'ai toujours pensé, ça. Je l'ai toujours pensé. Sans pouvoir le dire. Parce que la femme, c'est elle qui sait, de toute façon, avec qui il y a un avenir. Le mec, lui, il est un peu paumé. Parce que voilà, il couche avec une nana, après il a envie de coucher avec elle, il se dit, c'est la femme de ma vie, il faut que je me marie avec. Et bien souvent, dans sa tête, non mais c'est un truc de fou, hein, ce qui peut se passer dans la tête d'un homme, les femmes ne se rendent pas compte. L'homme, il se dit, je vais me marier avec cette femme, avec cette nana. Comme ça, j'aurai pas besoin de galérer à trouver une partenaire sexuelle, j'en aurai une à disposition pour pouvoir faire du sexe quotidiennement. C'est ça souvent ce qu'ils se disent les hommes. Genre là c'est bon, celle-là je peux bien... Ça va, ça me dérange pas de la niquer plusieurs... celle-là, oui, ça me va bien. Donc comme ça, en étant mariée avec elle, je pourrais, ce sera peinard tous les jours, voilà. Alors qu'en fait, dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Et parce que la femme, elle voit pas du tout ça, hein, elle se projette pas du tout là-dedans. Elle voit tout de suite le père de ses enfants, elle voit l'histoire, elle voit ce que surtout l'homme va lui apporter, ce qu'il va lui apporter dans le foyer, dans le nid, quoi. Donc, voilà, là, il y a un truc qui va pas. Le handicap de la femme, c'est que elle ne sait pas faire preuve d'autonomie, d'indépendance. Parce que c'est justement ce qui lui manque, c'est le côté masculin de l'ego. Donc, elle va se mettre dans une autoprogrammation, autoconditionnement, où elle sera toujours dépendante de l'homme, de ce qu'il peut lui faire ou pas lui faire, de comment il la prend en charge ou pas. Elle attendra ça. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de conclusion à cette phrase. Parce que je vais retourner sur l'homme. Alors, est-ce que je vais quelque part là dans mon truc? Oui. Non mais ça, voilà. Putain, mais c'est grave important de le dire parce que c'est dans la tête des hommes, ils sont comme ils ont un fonctionnement de femme en fait, c'est-à-dire qu'ils attendent. Ils sont dans cette attente d'être repérés parce qu'ils se sont vraiment fait chier à se démarquer des autres. Ils attendent ça, quoi. Que quelqu'un remarque à quel point, qu'une femme remarque à quel point ils sont
différents des autres, qui n'ont rien à voir avec les autres, qui sont uniques. Parce que l'homme, c'est aussi ça, c'est le singulier, c'est le côté unique, le côté, complètement unique, quoi. Voilà, je trouve pas d'autres synonymes. Alors que la femme, dans sa logique, moi je me rappelle très bien quand j'étais ado, quand t'es une adolescent, quand t'es ado et quand tu commences à devenir une femme, tu vas plus vouloir ressembler en fait à un canon de femme. La femme va beaucoup plus chercher à se conformer. On voit bien chez les stars hollywoodiennes, dès elles se font refaire leur gueule, elles se ressemblent toutes. Tu vois, elles ont toutes le même nez, la même bouche, selon la mode d'une époque, les gros seins, Voilà, les femmes se conforment. Ah bah je suis bien comme il faut. Là j'ai bien le brushing comme ça, là j'ai bien le vêtement, le bon jean avec la bonne taille de jean, le bon machin. Dans leur maison, ah bah là ça doit bien être comme ça, bien conformé, tu vois, tout bien qui rentre dans les cases, bien nickel, bien comme il faut, quoi. Cette idée que j'amène, c'est que quand tu comprends ça, tu sais déjà mieux comment t'adresser à l'autre, en fait, et quoi lui dire. Parce que bien sûr que la femme, elle va jamais dire, bah moi je cherche à me conformer, je cherche à cocher les cases pour être parfaite, tout nickel, tu vois, elle va pas te dire ça, parce que pour elle, c'est logique. Et l'homme, il va pas dire, bah moi, je cherche à être différent, je cherche à créer à mettre mon empreinte, tu vois. Regardez chez les graffeurs, par exemple, il y a que des mecs ils foutent leur empreinte partout, là. Comme le mâle chez les chiens qui pisse, qui fout son empreinte. C'est vraiment un truc du masculin, ça, tu vois. Et donc, si la femme, elle comprend pas ça, elle saura pas comment lui parler pour que, l'homme soit rassuré. Parce que quelque part, s'il y a ce besoin, il va falloir qu'il fasse ses preuves et qu'il ait des confirmations que, oui, il est bien différent des autres, il est bien unique. Bon, je vais bouffer, j'ai faim. Je voudrais revenir sur le fonctionnement de la femme, l'importance de l'émotion. Quand on est dissocié, quand on est coupé de soi, on devient un autre, ou plutôt des autres, c'est-à-dire que on intègre des conditionnements issus de la société, je veux dire ça comme ça, des humains basés sur leur code culturel, religieux, tout ça, et on se rend pas compte que ces conditionnements nous font devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, je suis en train de prendre conscience du niveau de diabolisation de l'émotion. C'est un truc de fou. Et il y a autant une diabolisation de l'émotion qu'une diabolisation de l'ego. Et là, dans cet enregistrement, je vais parler du lien à l'ego et de cet aspect masculin, du lien au masculin, donc à l'homme, pour introduire en fait le fonctionnement de l'homme. Et je vais vous lire une espèce de citation qui était écrite dans un mail publicitaire que j'ai reçu, envoyé par une secte bouddhiste. Je recevais, parce que je me suis désabonnée, en fait, ça m'a créé une prise de conscience. J'en étais pas consciente parce que, comme je dis, quand t'es dissocié, tu prends pour vérité des choses qui ne t'appartiennent pas. En fait, tu ne les déconstruis pas, tu les gobes. Comme j'avais fait un séjour dans ce lieu, dans un but de me ressourcer, me reconnecter à moi-même, dans une quête de vérité, de quelque chose qui pourrait m'aider à me sortir de mon brouillard, quoi. Je m'étais abonnée à leur newsletter. Alors voici la citation et vous allez voir que attendez, je vais la lire. Puissent toutes les peines, les douleurs, les souffrances, les émotions, les négativités, les conflits et les guerres se pacifier complètement avec leur cause, l'esprit
égoïste. Puisse l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité sans limite se répandre toujours et partout jusqu'à toucher tous les êtres par la grâce de l'éveil, avec une majuscule, éveil, nature ultime, point d'exclamation. Quand tu lis ça, tu te dis, et que t'as la tête dans le cul, je vais dire, c'est-à-dire que t'es dans ton brouillard, t'es dans ton anesthésie, tu te dis, oh bah c'est des gentils. C'est des gens qui veulent le bien. C'est des gens qui vont m'aider à être bien dans ma peau. Quand tu déconstruis, tu te rends compte que c'est totalement fasciste. C'est-à-dire que ça commence d'entrée de jeu par te dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité, en fait, que ce soit autre chose. Par te dire que la cause de tous les problèmes dans le monde, c'est l'égoïsme. Ça te dit que l'émotion, c'est pas bien, la négativité, c'est pas bien. Donc, tu cultives, en fait, une vision du bien figée. Par contre, ça te dit, puisse l'amour, la compassion, la joie se répandre partout jusqu'à toucher machin, mais la joie, c'est pas une émotion, du coup. Là, je comprends pas, tu vois, c'est que là, il y a un truc qui est pas clair, qui est complètement incohérent. Ensuite, tous les êtres par la grâce de l'éveil, éveil avec un E majuscule. Donc ça, j'ai pris conscience aussi que, parce qu'au début, j'écrivais être avec un E majuscule, j'ai retiré la majuscule, parce que dès que tu mets une majuscule, tu fais tu crées un truc mystérieux, tu crées un truc qui va faire fantasmer les gens, tu vois. Et surtout, tu crées quelque chose tellement mystérieux qu'on pourra pas comprendre avec notre intelligence comment y accéder, tu vois. Donc ça, c'est le piège du truc, c'est-à-dire on te dit que tu vas atteindre l'éveil, mais on te dit pas comment. Donc on t'amène plutôt à te renier toi-même, à renier des parties de toi qui sont mauvaises, et surtout à te faire croire que l'égoïsme c'est pas bon. Mais du coup, si tu peux pas penser à toi, parce que c'est ça l'égoïsme, penser à soi, penser à ses besoins. Comment est-ce que tu veux suivre ton propre chemin et comment est-ce que tu veux atteindre l'éveil? C'est impossible. C'est totalement impossible. Tu vas être amené donc à te déposséder de toi-même, à te détruire toi-même, à t'auto-anéantir et à devenir un générique, un standard, c'est-à-dire un bonhomme avec un bonhomme tout chauve, un chauve béat, voilà. Parce que je dis pas ça contre les chauves, il y a des gens qui sont chauves et c'est comme ça et ça leur va très bien. Mais là, c'est des gens qui se rasent la tête, hein. C'est comme dans le clip le sketch des inconnus. Et puis qui ont des sourires béats comme ça, qui sont figés, quoi, qui se sont figés dans un état qui se sont eux-mêmes auto-induits par lavage de cerveau. C'est ça aussi qui fait qu'ils deviennent chauves, c'est à force de se laver le cerveau, voilà. Autoprogrammation, auto-lobotomie, bah voilà, tu deviens comme ça, tu deviens un espèce de fasciste béat. Donc, oui, ça te laisse pas la possibilité, comme disent les intellectuels, au doute. Alors après, c'est là que c'est subtil, c'est que oui, le doute permanent, ça peut pas te permettre d'aller sur ton chemin non plus. Mais il y a doute et doute. Là, en fait, tu vois, quand tu vois la structure de ce truc, tu vois tout de suite que ça commence d'entrée de jeu par te faire culpabiliser de penser à toi. Toutes les religions sont comme ça et le système de manipulation de la femme, là je vais partir sur un biais plus critique de la femme, c'est justement ça, c'est-à-dire c'est de toujours dire à l'homme, tu es égoïste. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans l'autre vidéo, il n'y a rien de plus égoïste que de dire à l'autre, tu es égoïste. Parce que ça veut dire, tu ne penses pas à moi. T'es égoïste de penser à toi, t'as pas le droit, il faut que tu penses à moi. Mais ah ben non, c'est à toi de penser à toi d'abord, aussi. Alors voilà, donc ça, en fait, finalement, dans cette citation, il y a autant de misogynie, c'est-à-dire un mépris de l'émotion, que comment on dit la haine de l'homme? Misanthropie, non. Ouais, c'est je sais plus, haine de l'homme. C'est vrai qu'on est plus habitué à la misogynie qu'à la je crois que c'est misanthrope. Bah, c'est bon, mon téléphone, il est là, j'ai même pas... Haine de l'homme.
Donc c'est en fait ce que voulait dire Bernard de Montréal quand il disait que les religions et en général sont basées sur la haine de l'homme. Là, on en a vraiment la preuve. Misandrie, voilà, haine de l'homme, du masculin. Donc désigne un sentiment de mépris, d'hostilité à l'égard des hommes. Ce terme est sémantiquement le correspondant. Donc, comment commence cette misandrie, justement? Oui, par la haine, par le fait de ne pas supporter l'égoïsme. Voilà. Donc, l'égoïsme, c'est en fait confondu avec le narcissisme. C'est-à-dire que le narcissisme, en effet, c'est merdique dans le sens où un narcissique, il pense pas vraiment à lui. Il pense à son image de lui-même, donc à son orgueil, voilà. S'il était vraiment égoïste, il pourrait pas manipuler les autres parce qu'il suivrait son propre chemin, il réaliserait son propre projet personnel, il serait sur son chemin indépendant, autonome. Et d'ailleurs, les psys expliquent bien comment la structure de la perversion narcissique s'introduit dans l'enfance, parce que c'est une structure qui se met en place. C'est pas apparemment, enfin c'est ce que disent les, enfin c'est quand je dis apparemment, c'est que comme c'est une manière d'étudier l'humain, on peut pas vraiment faire de vérité là-dessus, hein. Ça reste toujours des outils qui sont mis en place pour essayer d'y voir plus clair, mais bon, c'est pas des vérités, quoi. Donc apparemment, c'est pas une maladie, pas quelque chose, c'est une structure qui se construit. Et quand elle est établie, la structure, ben, elle est établie, hein. Pour l'enlever, c'est pas trop, en fait, possible. Donc, qui se construit face à un parent qui est lui-même comme ça et qui empêche à l'enfant justement de s'individualiser. Donc ça veut dire de réaliser d'être autonome, de faire des projets personnels. Et eh bien l'éducation scolaire repose là-dessus. C'est-à-dire que y a pas dans l'éducation scolaire de cours où on t'apprend à développer ton projet personnel, à développer ton individualité. Au contraire, on t'apprend de plus en plus à te conformer, à te soumettre à des modes opératoires de fonctionnement, à des modes de raisonnement qui en plus ne correspondent pas ensuite avec ce que tu vas, comment dire, on t'apprend des trucs en gros qui vont te servir à rien plus tard parce que les fonctionnements sont pas les mêmes après dans le milieu du travail. Donc, on t'apprend à te conformer, on t'apprend pas à t'individualiser. Donc forcément, plus tu te conformes, plus on t'apprend à te conformer, plus t'es dans l'apparence, l'artifice, plus tu deviens un pervers narcissique, plus tu cherches à plaire à tes bourreaux. Et donc, oui, les psys expliquent que le pervers narcissique établit un lien d'interdépendance avec son bourreau, donc avec celui qui l'empêche de s'individualiser, qui le brime, quoi, qui le domine. Et ensuite, eh ben, il se recomporte pareil avec ses partenaires qui sont ses victimes pour essayer de revivre ce contact toxique, mais qui est le seul contact qu'il connaît avec celui qui lui a fait du mal, quoi. Enfin, celui qui l'a empêché d'être lui-même. Parce que le fait d'empêcher une personne d'être elle-même, de pouvoir devenir elle-même, c'est en soi, finalement, le pire. C'est en soi le cœur même de l'abus. Tu vois, comme un viol, c'est conformer une personne, c'est comment dire, c'est forcer une personne, faire plier une personne à son désir en reniant, en fait, ses besoins ou en reniant sa sensibilité. Voilà. Donc, le processus d'individualisation chez l'enfant, il va se développer et s'amplifier à l'adolescence, quand l'adolescent va pouvoir envoyer chier profondément ses parents, c'est-à-dire rejeter leur monde à eux, même si leur monde est génial, même si c'est des parents extraordinaires, super intelligents, super cool, super à l'écoute, super tout ce que tu veux, qui sont... L'enfant va avoir besoin de rejeter ça pour s'individualiser. Donc, la négativité,
c'est absolument essentiel, cette négativité, ce rejet. Et chez l'adolescent, cette prise de conscience de sa finitude, de la mort. Donc ça explique pourquoi les ados sont très morbides. En fait, pour moi, l'adolescence, comme je le disais dans l'autre vidéo, non, comme je disais dans le dialogue avec Nicolas, c'est, on va dire, la face obscure de l'enfance. Dans l'enfance, tu vois, t'es dans le monde merveilleux, tes parents sont géniaux, même si c'est des pourritures, voilà, ils sont merveilleux, c'est les gens les plus beaux du monde. Tout est beau, tout est merveilleux. T'es dans le monde de Walt Disney. Puis, bah, dans Walt Disney, d'ailleurs, le personnage central, c'est toujours un enfant qui est avec ses grands yeux ouverts. Et après, bah, il rencontre les forces du mal. Et ça, c'est plus l'adolescence, où là, tu vois ce que cache ce monde parfait, tu vois l'arrière du décor, donc tu deviens hyper conscient de plein de choses, et donc forcément, t'es dans le rejet, t'es dans une certaine violence, bon, qui est certes instinctive, impulsive, mais bon, qui va te permettre, toi, ensuite, de pouvoir aller sur ton chemin. Sinon, tu deviens un petit-fils à papa-maman, tu deviens la réplique de tes parents, mais t'es pas toi-même, quoi. Et, et, euh, et c'est une étape vraiment hyper importante. Donc là, on voit bien, les religions, ça veut montrer que ça, non. Non, non. Il faut devenir un suppôt des forces divines, je sais quoi, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment. Bon, voilà. Par la grâce de l'éveil, nature ultime. Genre, ultime, tu sais, ça fait penser à après tu vas mourir, quoi. C'est le truc ultime. Voilà, je l'ai, maintenant je peux mourir. C'est ce culte, tu vois, de la mort, enfin, de tu bouges plus, quoi. La grâce de l'éveil, ah, arrêt sur image, on bouge plus. C'est bon, t'as atteint la nature ultime, t'es mort. Donc ça te mène à la mort. Ça te mène en tout cas à la non-vie, parce que c'est clair que si tu retires les émotions et si tu retires la négativité, t'as plus du tout de mouvement intérieur en toi et t'es complètement mort. Donc moi-même, j'ai été grave conditionnée avec cette haine de l'émotion, ou bien ce mépris de l'émotion. Le fait aussi que la femme soit associée à l'hystérie, à la folie, à la sorcière, tout ça, forcément, ça te donne envie d'étouffer tout ça. Mais si tu n'as plus d'émotion, tu ne peux plus avoir de mouvement à l'intérieur de toi, tu peux plus évoluer en fait. Tu peux plus non plus te renouveler. Parce que c'est dans les émotions, dans l'expression des émotions que tu peux te renouveler, que tu peux vider tes mémoires. Les choses que tu n'as pas pu dire, d'où l'importance de l'art, qui devrait être au cœur de toutes nos sociétés, parce que l'art, c'est justement ce qui permet l'expression de ces émotions. Quand tu vas voir quelque chose, quand tu es touché, tu ressens des émotions, tu peux parler, tu peux libérer les choses. C'est là l'origine de la vraie psychanalyse. Hein. Le théâtre, à l'origine, y a pas de séparation entre les spectateurs et les acteurs. Tout le monde est dans dans une espèce d'osmose. Et il y a des choses qui se jouent pour extérioriser tout ce qui n'a pas pu l'être. Aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on appelle le samedi soir. Les gens, ils vont en teuf, ils se bourrent la gueule, mais ça marche pas, en fait. Ou alors, ils vont chez le psy. Oui, mais le problème du psy, pour moi, hein, c'est qu'il va y avoir une impossibilité de vivre la catharsis. C'est-à-dire que c'est très limité. Tu peux pleurer, mais tu peux pas crier. Tu peux pas hurler ta race quand tu vas chez un psy. Y a plein de choses que tu peux pas faire. Donc tu restes toujours un peu dans une espèce de boîte qui te comprime. Puis finalement, bah ça nourrit comment dire, la honte de soi, tu vois. Tu peux pas transcender finalement la souffrance au travers d'une catharsis. Il y a que l'art qui permet ça. Ah, là, je suis un peu dans le fascisme. Hein. Il y a que ça qui... Je suis une fasciste de l'art. Ah ouais. Bah, peut-être qu'on peut pas y échapper, hein, au fascisme. Mais c'est mon propre fascisme pour moi. C'est du fascisme personnel, voilà.
La question, c'est pourquoi ils ont besoin de faire du prosélytisme? Parce que en me désabonnant du machin, j'ai vu, vous voulez vous retirer de la plateforme marketing, je sais pas quoi. Et là, je fais, mais oui, c'est du marketing en fait. Pourquoi ils font du marketing? C'est quoi leur objectif? Bon, bah, eux, c'est de récupérer de la main-d'œuvre pour faire construire leur temple, là. C'est de faire grossir leur religion. Ben, en fait, tout simplement, pour que les personnes, on va dire les papes, qui sont, enfin, les représentants religieux qui sont au sein de ces institutions, aient plus de popularité. C'est narcissique, hein. Ils se disent, bah, si ma religion, elle est célèbre, bah, moi, je serai plus célèbre. Je vois pas d'autre, parce que sinon, c'est quoi? C'est pas pour le bien, clairement, hein. Mais eux, ils s'en rendent pas compte qu'il y a de la haine dans leur truc, que c'est plein de haine, leur machin. Ils s'en rendent pas compte. Parce que ce que disaient les psys, c'est ça. C'est qu'elle disait qu'une personne qui se construit euh, comme ça dans l'enfance, qui construit cette structure de domination. En fait, ils te disent qu'en gros, c'est un mode de construction totalement instinctif. C'est des gens qui peuvent pas imaginer enfin, qui croient qu'ils sont obligés de dominer les autres pour exister. Mais pour eux, c'est normal. Comment dire? C'est pas que c'est normal, oui, c'est instinctif. C'est pas conscient du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bah, c'est l'intelligence reptilienne. C'est le truc primaire, primitif, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pas discuter. Il n'y a pas de subtilité possible. Il n'y a pas de nuance possible. C'est très rigide. Voilà, c'est ça. Et c'est sûr que, voilà, après, si tu veux te subtiliser, je sais pas, si tu veux te raffiner plutôt, comme le fromage, il va falloir bah, accepter que toutes ces parties-là dans l'humain font partie de l'humain et apprendre à mieux les connaître, à dialoguer avec. Hein. C'est comme dans la relation de l'homme à l'animal ou au cheval. T'as la relation de domination, de soumission, et t'as la relation de dialogue. Mais c'est comme ça. Moi-même, tu vois, avec ton aspect narcissique, on a tous un aspect narcissique. Et donc, on a tous un aspect pervers narcissique, manipulateur, mensonger, séducteur, tout ça. Mais ça fait partie de l'humain. Tu peux pas, donc, faut dialoguer avec ça aussi. Tu vois, c'est ça le mode le plus intelligent, quoi. Je veux dire, t'établis une connexion avec, quoi. C'est pas, je veux m'en débarrasser, je veux soumettre le truc. Non, non, non. Bon, ok. Maintenant, je vais commencer à parler de l'homme. Donc du cerveau gauche, partie gauche, la raison, la logique, le langage, le cerveau scientifique. Je m'étais posé la question, qu'est-ce que le contraire enfin, l'antonyme de virilité? Il y en a, ils disent, bah, c'est la féminité. Bah non, parce que le contraire, c'est masculinité, donc c'est pas ça. Je me suis bien posé la question, qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'en suis venue à dire que le contraire de virilité, c'est la fertilité. Donc, on va dire ce qui fait que un homme ou une femme est sexy. Un homme est sexy quand il est viril, d'accord? C'est le trait, le caractère sexy de cette partie-là de l'humain, du masculin, c'est la virilité. Et qu'est-ce qui fait que le féminin est sexy? Ben, en fait, la fertilité. Alors, j'ai fait un lien aussi graisse et grâce. Parce qu'un corps qui a de la graisse, il va être plus gracieux parce qu'il aura plus de forme. Et comme il y aura plus de forme, il y aura plus de courbes. Vous voyez, dans la peinture, les représentations de la grâce, justement, ça passe souvent par des figures féminines un peu potelées. Bah, d'ailleurs, les trois grâces, cette fameuse allégorie des trois grâces. Alors, à l'époque du Moyen-Âge, enfin, les canons, ils ont évolué. Aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je trouve intéressant à notre époque, bon, bah, du coup, je reparle un peu des femmes, c'est que là, maintenant, c'est la mode des formes.
Je trouve que c'est une bonne mode parce que du coup, on enlève cette dictature, la culture du mince à tout prix là. Dans les années 80, tu vois, 90, dans les magazines féminins, ça ne te parlait que de régime, que ça, que ça. Combien il y a de femmes qui ont passé leur vie à faire des régimes? Mais c'est un truc de fou. Alors que les hommes, en réalité, ils préfèrent les femmes avec des formes. Mais parce que c'était le fascisme de la mode, le culte de la femme toute maigre qui est en fait un porte-manteau pour les vêtements, hein, parce que quand t'as un corps qui est tout maigre, on voit mieux les vêtements, alors que quand t'as un corps qui a des formes, bah, on voit la femme avant de voir les vêtements, et ce qui compte dans la mode, c'est qu'on voit les vêtements, c'est pas qu'on voit la femme. Voilà, moi je dis que ça vient de là, mais ça correspond pas aux besoins de l'homme. Hein, parce que tous les sondages le disent, et les hommes et toutes les nanas qui ont des formes, elles le disent que quand elles vont en soirée, c'est elles qui sont draguées, c'est pas les meufs fines non, ou minces, c'est celles qui ont des formes qui se font draguer. Euh, les femmes, par exemple, les femmes qui ont des formes ou les femmes qui ont de l'embonpoint, elles disent que ce qui est dur pour elles en général, c'est pas, enfin ça dépend, il y a de tout, mais c'est pas tant les hommes, c'est plus les jalousies. Les sarcasmes des autres qui sont en fait jalouses quoi de ça. Donc oui, je faisais un lien fertilité, la grâce, parce que les sculptures premières qu'on voit qui représentent des déesses, des déesses féminines, c'était comme on voit à l'époque, à l'ère préhistorique là. C'était des femmes avec des énormes seins, des énormes hanches, sculptées dans la pierre. Et ça, c'est sexy parce que si elle a de la graisse, ça veut dire qu'elle peut porter la vie, qu'elle a elle a les réserves pour ça, pour protéger. Enfin, et puis aussi pour l'homme, qu'est-ce qui est attirant? Bah c'est ça, c'est ce lien en fait le sexe, la bouffe, tout ça, c'est la libido, c'est lié, le sexe, la bouffe, le réconfort. En fait, l'homme, bon, pour le dire de manière un peu triviale, il se fourre dans la femme et il veut trouver son réconfort dedans. Donc forcément, quand il y a des formes, ça amortit, quoi. Puis c'est plus réconfortant. Et aussi par rapport à la grâce, eh ben oui, quand il y a des formes, il y a des courbes. Et puis surtout, ça semble gonfler. Hein, la grâce, c'est ce qui est aérien. Ça donne ce côté aérien et ça donne aussi ce côté un peu dansant parce que la graisse, ça bouge, ça vibre. J'aime pas trop la danse contemporaine, enfin c'est pas trop ma came, mais une fois j'étais allée voir un spectacle de Maggie Marin qu'elle a joué je sais pas combien de fois à Lyon, peut-être une centaine de fois, elle était tout le temps programmée. Et c'était un spectacle, alors je me rappelle plus le titre, mais c'était des danseurs qui étaient habillés en bonhomme comme dans les peintures de Botero, là, vous savez, Botero, celui qui fait des femmes obèses énormes. Et là, 2 minutes, c'est parti. Quoi, 2 minutes, c'est parti? J'ai que 2 minutes pour parler de ça? Ça suffit pas, hein, 2 minutes, non. Oh. Je peux me laisser contrôler par un robot? Donc elles étaient les acteurs tout nus, avec des gros corps, comme ça, tout gonflés, en mousse, et ils dansaient sur du Bach, sur le concerto brandebourgeois. Oh là 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 là, c'était génial. C'est tellement drôle, tellement léger, justement léger. C'était aérien, c'était léger. C'était gracieux. Puis tu vois, Bach, enfin là, le concerto, c'est un truc qui est... T'as l'impression que ça fait des volutes. Bah, c'est comme dans le baroque, hein, ce culte de la forme, de la volute, de la courbe, de l'aérien, voilà, tout ça, c'est le baroque, c'est la fantaisie, c'est la grâce, c'est la graisse, c'est la femme. Voilà, c'est la fertilité. Fertilité aussi créatrice, quoi. Donc, pour moi, je dirais que fertilité, c'est l'antonyme, enfin, c'est le féminin de virilité. La virilité, voilà, maintenant, l'homme, c'est quoi? C'est ce qui est déjà moins mou, c'est plus dur. Hein, comme le sexe qui est en érection, dur, droit, l'action qui va vers le haut. Quand je disais là au début de la première vidéo, j'ai lu comment les énergies yin et yang sont traduites. Comment les énergies yin et yang sont traduites, 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 comment les énergies yin et yang sont traduites
dans les cultures asiatiques, je dis enfin asiatiques, quoi, pour tout englober, euh, le yang, c'est le masculin, donc c'est le solaire, c'est ce qui s'élève, c'est ce qui va vers le haut. Euh, Attends. Voilà. Donc, virilité aussi, ça va être beaucoup l'action. Hein, par opposition à la femme qui est plus dans la réceptivité, plus passivité. Donc, virilité, action, qui se lève vers le haut et qui est plus dur. Alors, ça, c'est quoi que je suis en train de traduire là? C'est des énergies. Virilité, vril, énergie électrique, ou on pourrait dire aussi éthérique, céleste, par opposition à la femme, la fertilité, la terre, l'énergie magnétique ou aimantique qui aimante, qui colle. D'ailleurs, c'est marrant parce que, donc ça, c'est deux énergies qui sont complètement opposées. L'homme, dans son énergie, enfin le masculin plutôt, dans son énergie électrique, éthérique, il supporte pas les énergies qui collent. Il aime pas quand, par exemple, la femme le colle. Mais en même temps, il est attiré. Mais c'est ça qui est fou en fait, c'est que ces deux énergies sont complètement opposées, mais complémentaires. Attends, merde, putain, parce que je voulais dire un truc, c'est virilité. Oui, l'énergie, donc, qui est une énergie qui transperce. Bon, comme l'éclair, voilà, c'est l'éclair. Ça transperce, ça foudroie, ça traverse, ça pénètre. D'où le lien au sexe de l'homme. L'énergie magnétique, l'énergie de la femme terrestre, c'est une énergie qui est faite pour être transpercée, en fait. Enfin, c'est une énergie comment je pourrais dire, réceptacle de réceptivité, qui reçoit, comme une énergie support, comme une énergie, comment dire, qui absorbe, qui doit absorber. Donc, ces deux types d'énergie qui sont donc directement liés au masculin et au féminin, vont forcément induire des comportements différents. Et ça va induire ce lien de l'homme à l'action et aussi du coup à l'égoïsme, à l'individualisme. Là, quand on a cette approche par rapport à l'énergie, on voit que ces deux énergies sont complètement indissociables et que l'être en a besoin de ces deux. Hein. Si par exemple une personne est que dans sa féminité, dans sa réceptivité, dans son imaginaire, dans son monde intérieur, dans ses émotions, et qu'elle peut pas avoir cet aspect de la virilité, de l'action, de l'extériorisation du solaire, eh ben elle restera prisonnière de ce monde. Et elle pourra pas communiquer son monde, parce que le masculin, c'est aussi le langage. Donc, là, par exemple, je suis devant une image d'homme qui porte un costard-cravate et qui te regarde avec les yeux bien en face, bien droit, dans les yeux. Ça, c'est vraiment cette figure du communicant, le représentant. Et c'est pour ça, selon moi, qu'on a des hommes en politique. C'est pas tant parce que c'est la domination de l'homme sur la femme, c'est parce que c'est la figure du masculin d'être un représentant. Et d'ailleurs, l'homme est plus un représentant du pouvoir qu'un réel acteur du pouvoir. Parce qu'en réalité, c'est la femme qui donne les orientations, parce que comme c'est la femme qui porte la vie, qui doit assurer l'avenir de sa progéniture, elle est obligée de raconter l'histoire. Hein. C'est pour ça que je parle du lien de la femme au romantisme, au roman, à l'histoire. Et son besoin de se raconter son histoire d'elle-même et de son couple, pour le projeter dans le temps, dans l'avenir, pour tout planifier. Voilà, la femme est une planificatrice, une matrice, une planificatrice, qui raconte une histoire, qui amène les choses dans le temps, comme ça. Et l'homme, lui, il est dans son immédiateté par rapport à son désir, et un communicant de tout ça. Beaucoup plus dans l'image, dans la façade, dans l'extérieur, dans ce qui est renvoyé directement à l'extérieur. C'est intéressant aussi d'insister sur ce point, cette opposition entre l'immédiateté du désir de l'homme et la planification dans le temps, le lien à l'histoire par rapport à la femme. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est vraiment une opposition, mais flagrante entre ces deux aspects.
C'est-à-dire que la femme, dès qu'elle a une émotion, elle ressent quelque chose pour un homme, elle va commencer tout de suite à se raconter son histoire. Euh, c'est tout de suite, ça va très vite. Et ça se fait tout seul en fait. Voilà. Alors que l'homme, lui, pas du tout. En fait, lui, son besoin, ça va être tout de suite de pouvoir la tester au niveau sexuel. C'est-à-dire voir si y a une correspondance entre son désir et l'acte sexuel, comment ça se... Enfin voilà. C'est là que pour lui, les choses se passent. Dans cette immédiateté-là. Ça se passe là. Et ça, c'est compliqué parce que quand t'as deux personnes, t'as un homme et une femme qui se rencontrent, l'homme, il veut tout de suite une relation sexuelle et la femme, elle veut attendre de voir si elle peut se projeter. Donc ça crée des malentendus, en fait. Et c'est important de savoir que, voilà, ces deux modes, on peut pas critiquer le masculin d'être comme ça s'il est fait comme ça, il est conçu comme ça. Tu peux pas dire à une personne, hé, pourquoi t'as deux bras? Bah j'ai deux bras, tu vois, j'ai pas choisi. Il y a des choses qui sont prédéterminées, prédéfinies. Euh, donc, quand la femme dit à l'homme, j'ai besoin qu'on construise notre couple, notre histoire, ça c'est quelque chose que l'homme ne comprend pas. Construire notre couple, ça veut dire quoi? Mais c'est quoi l'idée? Enfin, et ben pour la femme, je le disais dans la vidéo, dans la première, ça va être de jalonner en fait son histoire de symboles. Donc ça veut dire bon bah on fait un voyage, c'est symbolique. On part en Grèce parce que la Grèce, par rapport à notre histoire, il y a la Grèce ou je sais pas quoi, ou comme on s'est rencontrés autour d'une mare aux canards, les canards ils avaient de la Grèce. Enfin voilà, faut qu'il y ait un lien en fait, faut qu'il y ait une connexion émotionnelle avec le truc, avec le symbole et voilà, c'est l'histoire. C'est ça. Donc, bon, la femme est donc du coup très 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 mentale. En fait, comme elle embarque tout de suite dans l'histoire, elle est déjà tout de suite dans sa tête. Alors que l'homme, lui, il est pas trop dans sa tête, il est plus dans sa bite. Enfin, voilà, c'est son indicateur, c'est ça. C'est son gouvernail. Euh, c'est pour ça que ça peut aller dans un peu toutes les directions. Et que bah, il va voir finalement un peu enfin il va un peu tester quoi il va être obligé de tester voir un peu à l'aveugle hein, comme on dit la bite ça ressemble un peu à une orbite mais un œil aveugle quoi bah du coup il s'avance en aveugle comme ça il teste un peu différentes meufs pour voir il sait pas trop enfin voilà jusqu'à ce qu'il y en ait une finalement qui le choisisse quoi puis il a pas trop j'ai remarqué que ça se passe souvent comme ça en fait. Euh, Il attend d'être choisi. Voilà. C'est fou aussi comme ce site de rencontre là, adopte un mec, c'est fou comme ça a du succès ce site. C'est quand même hyper violent. Enfin, moi ça m'avait choqué quand j'avais vu ça. Le petit logo où tu vois une meuf qui met un mec dans son caddie. Putain. Mais ça c'est comme ça que ça se passe en fait. Voilà. Ouais, ouais. C'est la femme qui choisit quoi. Je sais plus si j'ai parlé du fait que l'homme par rapport à son image de lui-même. Oui, donc au début je parlais de enfin, je disais que le masculin c'est l'individualisme. C'est l'individuation, c'est-à-dire le fait de devenir soi-même. Euh, il va commencer l'homme par devenir lui-même, surtout beaucoup à l'extérieur, dans son image. Donc, pour qu'il puisse être bien dans sa peau, ça je l'ai constaté, avec plusieurs exemples, il va falloir, pour lui ça va être très important d'être bien dans son image, dans son corps, dans son apparence en fait. Euh, Parce que il existe d'abord par l'extérieur. Alors qu'une femme, elle va avoir plus besoin d'être bien dans sa tête, d'être en sécurité dans sa tête, d'avoir
d'avoir des repères, d'avoir, comment dire, organisé sa vie, d'avoir planifié les choses, de savoir où elle va. Là, voilà. Alors que l'homme, c'est vraiment beaucoup au niveau de ce qui renvoie. Oui, parce que c'est ça, parce que l'apparence, en fait, ton apparence, euh, oui, bah c'est ça. C'est ton premier moyen de communiquer, en fait. C'est ton premier outil de communication au monde. Communication, on va dire visuelle, hein. Parce qu'il y a plusieurs modes de communication. Tu as le verbal, puis tu as le non-verbal. Mais au début, la première chose qu'une personne... Enfin, les premières informations que tu envoies à une personne quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, c'est ce que dit ton corps, ce que disent tes vêtements, ce que disent ta corpulence, ce que disent ta façon de marcher, tout ça, quoi. Donc, comme c'est aussi cet aspect-là enfin, le masculin, c'est cet aspect du langage, du lien vraiment à l'extérieur, comment dire, au fait d'envoyer des signaux à l'extérieur de soi. Enfin, voilà. Bah oui, l'apparence est très importante. Ça veut pas dire que tu es un pervers narcissique comment dire, si pour toi ton apparence est important. C'est parce que ça peut être aussi un besoin. Euh, Parce que pour toi, c'est ton premier mode de communication et ton premier mode de langage, donc c'est important. En fait, chacun pose ses priorités là où il en a le plus besoin et là où il peut se sentir le mieux dans sa peau, en fait. Il y a eu, pendant la crise, là, la très forte crise, c'était en 2000, je sais plus, 2015, 2016, en Grèce, il y a eu, enfin, Grèce. Ah bah tiens, Grèce, la Grèce, le pays, hein. Un très fort taux de chômage. Il y a il y a eu des taux de suicide hyper importants chez les hommes. Parce qu'ils pouvaient plus travailler, ils pouvaient plus être dans l'action, ramener la bouffe à la maison. Et du coup, leur virilité en a pris un tel coup que, il y en a, ils se sont foutus en l'air. En fait, le masculin, pour être épanoui, doit être dans l'action. Il doit pouvoir constater de son action dans le monde, quotidiennement. La femme, elle, pour être épanouie, elle a besoin d'être dans son foyer. C'est des clichés, mais c'est-à-dire de préserver son foyer, de préserver l'avenir, de préserver son foyer et l'harmonie dans son foyer. Et que tout aille bien, que tout soit à sa place. On va dire, elle est plus dans la préservation des formes, et de ses formes aussi, j'ai envie de dire, alors que l'homme, lui, il est plus dans cette action, dans cette énergie-là entrepreneuriale. Faut toujours qu'il entreprenne des choses Donc, voilà, d'où le lien à l'égoïsme. Ce qui s'oppose à l'égoïsme, je dirais que c'est plus l'empathie, le fait de se connecter à l'autre et d'être dans cette réceptivité. Mais encore une fois, les deux ne vont pas l'un sans l'autre, parce qu'une personne, si elle est que dans l'empathie, mais elle n'a pas d'égoïsme, elle pensera pas à ses besoins, et elle va sombrer, elle va pas être bien. L'égoïsme, penser à soi. Penser à soi, écouter ses besoins, connaître ses besoins, suivre ses besoins, réaliser son projet personnel. Hein, ça, c'est ce vers quoi l'être te mène. L'être qui est une graine, c'est un potentiel de réalisation. L'être, il a besoin de se réaliser, de réaliser son projet personnel, le projet qui a du sens. Seul un projet personnel peut avoir du sens réellement pour l'être. Parce que l'être, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'absolument unique. Donc, l'être, il ne peut avoir putain, c'est dur à dire. Il a un projet personnel. Il est personnel, son projet. C'est pas des projets de groupe. Ça, c'est le narcissisme. Le projet du narcissique, c'est forcément des projets de groupe parce que le narcissique, il peut pas arriver tout seul au sommet de la gloire. Il a besoin des autres pour le mettre comme les bouddhistes, pour se placer tous les uns à côté des autres sur la pyramide, avoir une place au soleil, à la lumière et tout. Voilà, si tu veux devenir Miley Cyrus, tu vas avoir besoin d'1 milliard de personnes. Tu peux pas faire un projet personnel. Et pour tout ce que tu fais, tu auras besoin de l'aide des autres. Tu seras assisté. Mais l'être, lui, il est seul.
Il suit son projet à lui. Voilà. C'est ça, son dessin. C'est ça d'ailleurs ce que j'entends quand j'utilise le mot dessin, le dessin de lettres, D-E-2-S-E-I-N. Un dessin, c'est vraiment quelque chose de solitaire. Voilà. Où t'es seul. Donc, où t'es seul et donc forcément où t'es égoïste. Et je le rappelle, dans le dictionnaire, égo égale conscience de soi-même. Hein. C'est parce que les gens ont pas d'ego ou se sont fait casser leur ego dans l'enfance par des parents qui ne leur ont pas permis de s'individualiser, de suivre leur propre chemin, de faire des choses seuls par soi-même, de développer cette autonomie, cette indépendance, qu'après, les gens les gens, oui, voilà, des gens qui sont des personnes qui sont personnes, n'arrivent pas à suivre leur projet personnel et se conforment à ce qu'attendent aux besoins des autres, ou vont dans des sectes, parce qu'on leur dit que il faut être comme ci, il faut être comme ça, et que si tu penses à toi, c'est pas bien, tu n'es pas une bonne personne, parce que les bonnes personnes, elles pensent aux autres, donc elles s'oublient complètement elles-mêmes, elles s'abandonnent totalement dans les besoins des autres, en fait, elles se font bouffer comme des jambons qu'on laisserait dans la nature se font manger par les fourmis. Voilà. Les fourmis, d'ailleurs, un peu symbole du communisme. Ce qu'on a du mal, en fait, à capter, c'est que les besoins, il y en a de deux natures différentes. Il y a les besoins du corps, parce que bien souvent, les manipulateurs, que ce soit des personnes manipulatrices ou les sectes, les communautés, fonctionnent sur la base que tes besoins corporels, ils sont assouvis. Bien souvent, c'est des endroits où par exemple, tu vas avoir plein de bouffe. Le manipulateur, il va te mettre, il va avoir de la thune, il va t'acheter une belle maison. Il va t'acheter. Ce sera sa maison, mais toi, genre, tu seras chez toi dans une maison magnifique. Tu vois, il y a un film comme ça s'appelle Les Nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts. Je vous le conseille, c'est un film génial. Vraiment magnifique. Et j'adore cette actrice, Julia Roberts, parce qu'elle est très nature. Elle a fait beaucoup de rôles sur les femmes, on voit qu'elle a un projet personnel, en fait, en tant qu'actrice, parce qu'elle choisit ses rôles. Souvent, c'est pour montrer des femmes qui se sortent d'une emprise et qui veulent se libérer, quoi. Et même, c'est marrant, hein, mais elle fait des publicités pour les parfums. Et en fait, vous regarderez, vous observerez, c'est une des rares actrices ou mannequins à sourire dans les pubs. Mais à sourire en mode, c'est vrai que c'est un sourire un peu Walt Disney, un peu paillette. C'est pas un sourire très réel, quoi. Mais au moins elle sourit, parce que la plupart, c'est des têtes de victimes emprisonnées, qui cherchent à séduire leur bourreau avec leur regard de femme fatale, abattue, là, tu sais, ce regard de la femme abattue, là, qui a les paupières mi-closes, et qui est là comme une espèce de pauvre créature emprisonnée, mais qui se complaît là-dedans, qui est bien dans sa prison, et qui est là, qui veut séduire son bourreau, là. Les pubs, avec les femmes, c'est quasiment que ça. La championne là-dedans, dans ce regard, c'est un regard qui me fait vraiment froid dans le dos, c'est la fille de Johnny Depp. Elle fait que des regards comme ça, là, ce regard mi-clos abattu, de séductrice, prisonnière, victime, bref. Et donc, non, les pubs avec Julia Roberts, elle est tout le temps en train de sourire. Du coup, ça dégage pas du tout la même énergie, en fait. Et je trouve qu'elle a un truc. Il y a aussi l'actrice, celle qui a joué dans 4 mariages et enterrements. Putain, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, elle. Andie MacDowell. Elle aussi, elle a ce sourire un peu. Ce sourire qui ressemblerait presque à quelque chose d'authentique. Parce que bon, après, c'est des Américaines, hein, elles ont des grandes dents, là. Elles sont pas obligées. Elles sourient. Elles montrent un peu trop les dents, je trouve. Et les Américains, j'ai remarqué, c'est pas tant qu'ils ont des grandes dents et tout, c'est qu'ils montrent les dents. Ça, c'est purement américain, ça. Je montre vraiment mes dents, l'appétit de la vie, je vais vous bouffer avec mes grandes dents. Alors que les Occidentaux, ils sourient pas comme ça. Ils ont un sourire beaucoup plus discret, quoi. Bon, ça, après, c'est culturel, hein, de toute façon.
L'homme, il est égoïste, il pense à lui, à ses besoins. Donc là, il y a un mépris beaucoup de la femme par rapport à l'égoïsme de l'homme. Ça, c'est quelque chose qu'elle a du mal à accepter parce que ça lui fait peur. Elle a peur de le perdre. Mais le problème, c'est que si elle le culpabilise et elle l'empêche d'être égoïste, l'homme, il va, euh, je vais le dire, il va éteindre sa flamme intérieure. Il pourra plus vibrer de l'intérieur. Il va éteindre sa flamme. Il va devenir tout gris. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Parce que soit euh, il aura plus envie de rien. Il va se laisser complètement aller. Il va se laisser prendre en charge par la femme et ça va devenir une espèce de une loque humaine. Soit il va devenir, il va être obligé de mentir, de rentrer dans des techniques de manipulation où en fait, bien souvent la femme s'en aperçoit très tôt, très vite parce que les manipulations de l'homme, elles sont vachement grossières, quoi. Il sait pas trop mentir, l'homme, et il sait pas trop bien s'y prendre. Soit il peut devenir méchant, en fait, violent, physiquement ou psychiquement. Et, euh, et, 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 et voilà. Donc, il peut pas y avoir de relation harmonieuse, équilibrante. Bon, là, c'est un peu dictatorial ce que je dis, mais si les deux personnes, elles peuvent pas s'épanouir personnellement, individuellement, c'est pas possible. Sinon, si tu peux pas t'épanouir, tu peux pas euh, être en contact avec ton être, tu peux pas donner le meilleur de toi-même. C'est pas possible. Bon, je vais faire une petite pause.